Le Bitcoin va voir le jour autour de 2008-2009, donc fin 2008, début 2009, quand on va voir les transactions de premiers Bitcoin qui sont minés autour du 3 janvier 2009. Et le Bitcoin, c'est donc la première crypto-monnaie et il va descendre comme ça avec un objectif de décentralisation. Et avec comme ça la blockchain qui va faciliter les transactions et sécuriser et garantir que ce qui est mis, c'est quelque chose qui est validé par d'autres personnes. Et d'où le concept donc, de décentralisation qui, depuis avant l'arrivée du Bitcoin, reste encore un mythe. Et alors, quelques années plus tard, on va voir l'arrivée de d'autres crypto-monnaies avec d'autres objectifs. Et l'une des plus connues et les plus utilisées dans l'écosystème, c'est la crypto-monnaie Ethereum. Ethereum va voir le jour, va se lancer précisément en 2015, mais voir le jour un peu plus avant avec l'un des cofondateurs, Vitalik Buterin, qui est la personne qui est le plus connue quand on parle d'Ethereum, mais il est uniquement un des cofondateurs parmi tant d'autres, dont il y en a 8. Ils se sont mis ensemble pour justement construire la crypto-monnaie et la plateforme Ethereum qui est en réalité une machine virtuelle qui valide les transactions. Bon, Vitalik Buterin est celui-ci. On a Charles Hoskinson qui est aussi connu, qui est le cofondateur de Cardano. On a Gavin Hood qui est aussi connu, qui est le cofondateur de Polkadot. Donc, voilà des personnes qui se mettent ensemble et ils décident donc de créer quelque chose pour encore décentraliser la crypto-monnaie réellement. Mais quand on parle de décentralisation, qu'est-ce qui fait en sorte que la crypto-monnaie se dit être décentralisée? C'est quoi la grosse différence entre Internet et la crypto-monnaie en elle-même? Quelle est la grosse différence? La blockchain, la crypto-monnaie, c'est vrai qu'on confond aussi parfois ces deux concepts qui sont deux choses totalement différentes. La crypto-monnaie, ce n'est qu'une application qui est au-dessus de la blockchain. Donc, c'est quoi la différence? On ne va pas entrer dans la différence aujourd'hui. On va se concentrer à cela dans une autre vidéo. Mais justement, ce qui fait en sorte que les crypto-monnaies ou bien les blockchains soient décentralisées, c'est parce qu'il n'y a pas une seule personne qui prend la décision. Quand on est par exemple dans un système bancaire, ce soit le PDG et autres là, qui prennent les décisions et ça impacte tous les autres. Même les utilisateurs du système n'ont pas le droit de prendre les décisions par rapport au système qu'eux-mêmes ils utilisent. C'est ça la grosse différence entre la décentralisation et la centralisation. Donc, dans l'écosystème des crypto-monnaies, on peut se demander mais comment se passe donc la décentralisation? Qui vote les lois? Qui met les lois? Qui émet les lois? Et comment est-ce qu'on implémente des choses quand il y a des mises à jour du Bitcoin? Ça se base sur quoi? Les mises à jour de l'Ethereum dont on va parler par la suite, ça fait comment avant d'arriver? Donc, il y a ce qu'on appelle le Improvement Protocol. Dans le Bitcoin, on appelle le BIP. Le BIP, c'est le Bitcoin Improvement Protocol, qui est donc comme ça des décisions ou bien des avancées qui sont proposées par des personnes qui sont dans l'écosystème parce que le Bitcoin est développé de façon décentralisée par tout le monde peut participer au développement du Bitcoin, même en créant, même dans le code, tout le monde peut écrire des codes. Et quand il écrit un code, c'est mis sur GitHub et plusieurs développeurs dans le monde entier valident. On voit que c'est correct avant de valider. Et quand c'est validé, voilà, ça respecte un objectif derrière. Et c'est ce qu'on appelle donc les Improvement Protocol. Qui soumet donc ces Improvement Protocol? Tout le monde peut soumettre. Et quand vous soumettez donc quelque chose, ça passe par un processus. Et le processus va subir des validations par étape jusqu'à ce qu'il y ait une adoption. Donc dans le cadre du Bitcoin, on en a déjà soumis tellement, on appelle donc le BIP. Il y en a tellement, et il y a certains qui sont validés, d'autres qui ne sont pas encore, certains qui sont en cours, ainsi de suite. Et on a un qui arrive très prochainement, c'est le Taproot, dont on va parler aussi dans une autre vidéo. Et sur la blockchain Ethereum, donc, on appelle cela le Ethereum Improvement Protocol. Dans le cas du Bitcoin, on dit BIP. Et dans le cas de l'Ethereum, c'est EIP, qui est Ethereum Improvement Protocol. C'est justement une certaine liste de protocoles qui est soumise à la communauté et c'est la communauté qui va voter. Et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le EIP 1559, donc 1559, qui a un certain nombre de choses qui vont arriver très prochainement et très bientôt sur la blockchain Ethereum et qui a été soumis en 2019 et qui a été voté et adopté majoritairement très récemment. Et alors, il y en a tellement qui sont en attente. Si on va sur le site eips.ethereum.org, on va voir tellement sur en ERC20, en ERC. On a beaucoup d'autres, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont en attente. Il y en a qui sont last call, qui sont à la dernière étape. Il y a d'autres qui sont en train d'être draftés, donc qui sont des brouillons. Les gens rédigent et ils soumettent. Donc il y en a une tonne, et ce qui a déjà été validé et qui est implémenté et qui va arriver bientôt. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quels sont ses avantages, quels sont peut-être ses inconvénients, quel est l'impact que ça peut avoir directement sur la crypto-monnaie. C'est justement ça le but de cette vidéo.
Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, cet écosystème de crypto-monnaies où nous sommes la première communauté crypto francophone sur le continent africain, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, de partager et de mettre en commentaire ce que tu penses de la vidéo que tu es en train de regarder. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et de trouver le lien de notre groupe Telegram. Un groupe qui est assez dynamique, qui a des contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Et en description de la vidéo, tu trouveras aussi le lien de mon calendrier. Toi qui veux aller un peu plus rapidement, qui n'a pas le temps de passer par tout ce qu'il y a sur la chaîne, tu peux prendre un rendez-vous privé avec moi et on discutera de la crypto-monnaie. De l'autre côté, une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses intéressantes. Mais Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement, donc il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Le protocole EIP 1559, c'est un protocole qui va impacter directement les frais de transaction sur le réseau Ethereum. Donc, on va voir un peu en détail qu'est-ce que ça couvre, quel est l'impact que ça aura sur la blockchain Ethereum, quel est l'impact que ça aura sur le coût de la crypto-monnaie Ethereum. Est-ce que ça peut avoir un impact significatif ou pas? Qu'est-ce que toi qui as l'Ethereum aujourd'hui et qui participe par exemple à la finance décentralisée sur la blockchain Ethereum, comment est-ce que ça t'impacte directement toi et quelle peut être la conséquence de ce qui va se passer là présentement sur l'Ethereum dans un court, moyen et long terme. Donc c'est justement ça le but et on va échanger un peu concernant cela. Ethereum a connu une ascension très fulgurante ces derniers temps et majoritairement quand il a annoncé qu'ils allaient passer à sa version 2. La version 2 de l'Ethereum va faire arriver sur la blockchain le Proof of Stake. Donc Ethereum aujourd'hui est encore en Proof of Work. Ça veut dire que les Ethereum qui sont mis en circulation sont mis à travers l'algorithme de minage. Donc c'est un processus de minage. Donc il y a des personnes qui minent et c'est comme ça que les Ethereum arrivent. Mais très prochainement, l'Ethereum ne sera plus en Proof of Work, il sera plutôt en Proof of Stake. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une certaine quantité d'Ethereum pour débloquer ou bien pour commencer l'activation du processus qui va permettre déjà de créer les Ethereum 2.0. Donc on avait besoin de bloquer au minimum pour chacun 32 Ethereum par nœud. Il y a donc un bon nombre de personnes qui ont acheté les Ethereum. À cet instant-là, on était autour de 300-400 $ dans l'optique de bloquer pour contribuer à ce qui va arriver par la suite sur la blockchain Ethereum. Mais bon, on n'a pas de date précise par rapport à quand est-ce que cela va arriver. On ne sait pas précisément quand cela va arriver, mais une estimation dit que ça sera autour de la fin des années, de l'année 2022. Donc, il y a encore beaucoup de temps avant que cela n'arrive. Mais entre-temps, ce qui va se passer très prochainement sur la blockchain Ethereum, le protocole EIP 1559, qui aura un impact sur le coût des crypto-monnaies, sur le coût des frais de transaction de l'Ethereum. On a connu ce pic significatif des frais de transaction sur la blockchain Ethereum qui continue de monter avec la demande qu'il y a dans l'écosystème. Et parfois, les gens, pour faire que les transactions soient validées rapidement, augmentent dans les frais de transaction dans l'optique de faire en sorte que la transaction passe avant les transactions qui ont les faibles coûts de transaction. Et ça fait ce qu'on appelle les front runs. Donc, on va un peu parler de ça dans une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est que les front runs? Le protocole EIP 1559 affecte directement le coût des gaz qu'on utilise dans l'écosystème Ethereum. Quand on fait une transaction, quand on émet une transaction dans la blockchain Ethereum, elle est divisée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le base fee. Le base fee, c'est ce qui est utilisé par la machine virtuelle elle-même pour valider les transactions, en fait pour vérifier que la transaction est correcte et exécuter les espaces dont on a besoin. Quand on a deux types de transactions sur la blockchain, on a une transaction qui permet de lire les informations sur la blockchain et cette transaction-là est gratuite, elle ne nécessite pas les gas fees. Donc, ça, c'est ce que les exchanges font quand on veut voir, par exemple, quelle est la quantité de crypto-monnaie que tu as, ou bien quand on veut voir quelles sont les adresses qui possèdent une crypto-monnaie. Ça, c'est la lecture des informations qu'il y a sur la blockchain. Et cette transaction-là, ce sont des transactions qui ne sont pas payantes, qui ne nécessitent pas les gas fees. Mais par contre, quand on va écrire des informations sur la blockchain, c'est là où on a besoin de payer les frais parce que la machine virtuelle va utiliser de l'énergie pour pouvoir mettre ces informations-là dans la blockchain. Donc, c'est ce qu'on va appeler les base fees. Et ces base fees-là, dans le protocole qu'on vient d'implémenter, avant, ces base fees étaient donnés aux mineurs. Donc, les personnes qui minaient les bitcoins, qui minaient les Ethereum, ils avaient donc deux frais de transaction. Les premiers, comme la transaction était splittée en deux, il y avait le gaz naturellement qui allait aux mineurs. Ça, c'est justement destiné aux mineurs. Et il y avait maintenant le base fee qui allait encore aux mineurs. Donc, ils recevaient la totalité de la transaction qui était payée
par les personnes qui détiennent, mais qui veulent faire les transactions sur la blockchain Ethereum. Mais donc, ce qui va se passer là présentement, comme la transaction est splittée en deux, il y aura uniquement les gas fees qui vont aller chez les mineurs. Et le base fee qui est utilisé par la machine virtuelle sera brûlé. Donc, ça voudrait dire que avant, ce qui se passait, c'est que les frais qui étaient utilisés comme frais de transaction étaient après remis en circulation par les mineurs, parce que ces frais allaient chez eux et après ils revendaient sur le marché dans l'optique d'avoir le bénéfice des frais de transaction. Donc ça fait qu'ils avaient beaucoup de frais de transaction. Et alors en 2009, Vitalik Buterin a émis la proposition, dont ils sont nombreux à avoir participé à cette proposition-là. En 2019, ils ont émis la proposition de faire en sorte que les gas fees, donc les basic dont les frais de gaz naturel de base, soient plutôt brûlés à défaut d'être donnés aux mineurs. Et ça a été voté et ça a été approuvé et ce sont les mineurs qui votent majoritairement et ils ont donc approuvé cela très récemment. Donc ça veut dire que la transaction, les frais de transaction là seront brûlés. Donc aujourd'hui, on a un taux d'inflation de 4% sur la blockchain de Ethereum. Donc quand les mineurs quand on mine les Ethereum, le système paye ces mineurs-là en faisant une inflation de 4% au courant de l'année sur la quantité d'Ethereum qu'il y a en circulation. Mais aujourd'hui, avec une partie qui sera brûlée parce que on a une forte demande des Ethereum aujourd'hui pour participer à la finance décentralisée. Donc, on paye beaucoup de gaz. Et comme on paye beaucoup de gaz, ça voudrait dire qu'une bonne partie qui était donnée avant aux mineurs et qui était réinjectée par la suite dans le système sera plutôt brûlée. Donc, s'il y a encore une bonne traction au-dessus de la blockchain Ethereum et qu'on utilise encore beaucoup de frais, alors probablement le taux d'inflation sera peut-être inférieur au taux de déflation. Vu qu'il y a une déflation qui va se créer du fait que les Ethereum vont être brûlés par les gas fees, alors on peut assister très probablement, très prochainement, à l'Ethereum qui devient plutôt déflationniste à défaut d'être inflationniste. Parce que si les frais de transaction qui sont utilisés pour le gaz sont supérieurs aux 4% qui sont redistribués aux mineurs au courant de l'année, alors on aura plutôt un Ethereum qui va plutôt diminuer en tant que quantité. Et quand l'Ethereum diminue en tant que quantité qui est en circulation, ça voudrait dire que probablement il y aura donc une augmentation du prix parce qu'on va créer cet effet de rareté. Et quand on crée l'effet de rareté, c'est justement ce que d'autres écosystèmes font. Ils brûlent les frais. Quand on voit par exemple la Binance qui brûle les BNB chaque trimestre, c'est justement pour créer cet effet de rareté là en diminuant en circulation. Donc l'impact direct, toi présentement, tu vas peut-être pas le ressentir parce que tu vas peut-être payer toujours la même quantité de frais. Mais c'est l'utilisation de ces frais derrière qui va changer parce qu'une partie sera brûlée. Mais par contre, quand il y aura la version 2.0, l'objectif c'est de réduire ces frais de transaction là. Et justement, on peut réduire ce que la machine virtuelle prend et ça fait en sorte qu'on ne prélève pas directement à l'utilisateur une grande quantité dans l'optique de rebrûler après. Donc, voilà un peu ce qui va arriver très prochainement. Et voilà ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'excitation par rapport à l'Ethereum ces derniers temps-ci. Et ça s'enflamme un peu parce que plusieurs personnes sont en attente de cela. En se disant, ok, finalement, comme l'Ethereum peut être déflationniste, probablement on aura une avancée par rapport au prix. On peut voir un prix de l'Ethereum qui pique vraiment vers le haut. Parce que, bon, comme on réduit, il y aura peut-être moins en circulation encore. Donc, tu me dis ce que tu penses de ce protocole. Comment est-ce que toi, tu penses que ça va t'affecter directement? Est-ce que tu penses qu'il y a une autre façon que ce protocole peut t'affecter directement? Tu me mets cela en commentaire. Si tu as compris réellement ce que c'est que le protocole EIP 1559, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, on est allé dans la substantielle, dans ce qui est vraiment substantiel qui arrive là présentement. Il y a bien d'autres choses qui vont arriver. C'est tellement long, le document est tellement long. Voilà l'algorithme qui va être implémenté et tout. Mais je ne veux pas aller dans tous ces aspects-là pour que ce ne soit pas technique pour les personnes qui nous suivent sur la chaîne. Donc, j'ai justement pris l'essentiel de cela et je t'ai donné. Qu'est-ce que tu penses de cela? Dis-moi ce que tu penses en commentaire, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent comprendre ce qui arrive dans la blockchain Ethereum. D'ici à là, donc, porte-toi bien et rejoins-nous sur Telegram et à une prochaine vidéo. Ciao!